Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Prenez un pictogramme, associez-lui quelques mots ou un signe, ça y est, vous avez créé un label. Vous vous en doutez, les choses sont plus complexes que cela. Et encore, à côté des indétrônables AOP, label rouge ou agriculture biologique, on trouve une foule de mentions dont le périmètre n'est pas toujours très clair. Quel est le fonctionnement de ces indications de qualité ? Quels bénéfices pour celles et ceux qui produisent, celles et ceux qui dégustent ? C'est le sujet de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Pour parler de ce sujet, nous recevons à notre micro Philippe Montgondry. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez à l'ESA, École supérieure des agricultures à Angers. Pour cette émission, Marie Hilary, bénévole au Labo des Savoirs, a aussi investigué sur la création d'une future filière châtaigne dans les Mauges, près d'Angers. En votre compagnie, nous allons découvrir les coulisses de certains de ces labels. Ce sera l'occasion d'évoquer leur place dans les modèles économiques des productions agroalimentaires. Nous essaierons aussi de faire le lien entre ces labels et les attentes du monde de l'agriculture. Quels enjeux pour les professionnels de ce secteur ? Nous parlerons aussi de comment ces démarches prennent en compte ou non les nouveaux critères de choix qui amènent à consommer tel produit plutôt qu'un autre. On peut penser par exemple à l'impact environnemental ou encore au bien-être animal. AOP, bio, IGP, la belle histoire ou la belle galère, on essaiera de répondre à cette question dans l'heure qui vient. La science, toutes les sciences. Au Labo des Savoirs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons quelques instants pour comprendre un peu votre champ disciplinaire. Alors, le terme de labellologue n'est peut-être pas très éclairant pour décrire votre travail, Philippe Montgondry. Alors, de quel champ disciplinaire êtes-vous issu et avec lesquels êtes-vous en interaction ? Oui, effectivement, labellologue, je ne suis pas certain que ce barbarisme existe. Non. Eh bien, écoutez, je suis arrivé au signe de qualité, je dirais, par l'activité que je mène aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis responsable d'un master où on forme des professionnels des produits de terroir. Alors, j'expliquerai tous ces termes. Et moi, en fait, je viens d'un tout autre domaine, puisque je suis plutôt de formation chimiste, mais depuis que je suis sur ce travail-là, je dirais que je travaille beaucoup plus dans le domaine de la socio-économie et sur un champ disciplinaire qui s'approche de l'agriculture, puisqu'on parle bien des signes de qualité qui ont, disons, deux dimensions, une proche de la production, donc proche des producteurs, et une autre plutôt proche de la consommation et donc des consommateurs et des citoyens. Donc c'est à mi-chemin entre ces deux aspects, le producteur et consommateur. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Très bien. Alors, vous nous avez parlé de sociologie, d'économie, d'agriculture, donc j'imagine de l'agronomie. Vous avez évoqué aussi terroir, donc j'imagine la géographie. J'imagine qu'avec tous ces angles-là, on n'a pas forcément la même approche des labels. Bah, effectivement. Alors, l'agriculture, c'est un vaste sujet. Donc, je vais me circonscrire uniquement aux signes de qualité aujourd'hui, hein, sinon on y passerait bien plus que le temps nécessaire. Et donc, si on regarde un peu l'histoire de l'alimentation, je pense qu'il faut commencer par là, en fait. Se dire qu'un produit alimentaire, d'où qu'il vienne, où est-ce qu'il a été produit, c'est d'abord un moyen de produire sa propre nourriture. Et de ce fait, lorsque des gens produisent leur nourriture sur un lieu, ils utilisent ce qu'ils ont autour d'eux. De ce fait, le milieu, les habitudes, les animaux, les plantes vont vraiment induire une façon de produire un peu particulière et donc va créer des spécificités territoriales. Et les produits de terroir viennent un peu de là. C'est-à-dire que dans le nord, du côté de l'île, la façon dont on essayait de préserver le lait n'est pas le même qu'en Bretagne et pas le même que du côté de la Méditerranée. Et de ce fait, on se retrouve à avoir des spécificités régionales, voire des spécificités locales. Évidemment, on fait du fromage à peu près partout. Mais les fromages, si je prends cet exemple-là,
vont avoir des différences dues aux spécificités territoriales et aux gens qui le produisent. Et donc, si on parle bien de l'agriculture, ça génère des différences. Et ces différences, on peut appeler ça des terroirs. Et ces terroirs, ils ont aussi une reconnaissance au travers un signe de qualité. Et donc, ces signes de qualité, que sont les AOP, les IGP et les autres, mais je pense qu'on va y revenir, ont une réalité sur le terrain et ont une réalité sur le marché. Et c'est aussi de tout ça dont on va parler. Commençons par signe de qualité. Donc j'imagine que c'est le terme peut-être plus approprié que label pour décrire ce que vous étudiez. Oui, effectivement. Alors, les signes de qualité, alors la qualité, c'est pareil, je ne vais pas forcément rentrer dans toutes les définitions de la qualité, puisque la qualité, c'est une aptitude à un produit de satisfaire un besoin, si on prend la définition la plus générique et la plus générale possible de la qualité. Après, les signes de qualité, c'est un signe qui va permettre d'avoir un élément distinctif d'un produit par rapport à un autre. Au niveau national et au niveau du marché, on a les signes officiels de la qualité. Alors les signes officiels de la qualité, il y en a 5 en France. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les SIQO, les signes d'identification de la qualité et de l'origine. Les SIQO, c'est quoi? C'est le label rouge, c'est probablement un des plus connus. Le bio, l'agriculture biologique. Il y a l'appellation d'origine protégée qui s'appelait au niveau national l'AOC et qui, avec l'Europe, devient l'AOP. Et puis, il y a aussi l'indication géographique protégée, qui est un label français, mais réglé au niveau européen. Et puis, un petit dernier qui est vraiment pas connu, parce que très peu utilisé, c'est la spécialité traditionnelle garantie, la STG. Ces 5 signes de qualité sont les signes officiels gérés par l'État français. Mais au-delà de ces signes officiels, il y en a énormément des signes qui sont de caractère privé ou interprofessionnel qui existent sur le marché également, qui sont aussi des signes de qualité, mais non officiels, ceux-là. Est-ce qu'on peut y voir là une sorte de hiérarchie entre justement les signes gérés par l'État et les signes qui sont plus laissés à l'initiative privée? Je dirais pas une hiérarchie, je dirais plutôt une histoire de garantie officielle ou non. C'est-à-dire les signes officiels de la qualité, les SIQO, sont garantis par l'État. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui gèrent ces produits et il y en a d'autres qui sont les organismes de certification qui certifient et qui garantissent la qualité de ces produits de façon officielle. Après, rien n'empêche une interprofession ou même des organismes privés. Vous avez le commerce équitable, par exemple, ou Max Havelaar, qui eux-mêmes garantissent une certaine qualité, mais d'un point de vue privé cette fois-ci. Donc, on ne peut pas parler forcément de hiérarchie, mais plutôt de officiel et de privé. Ce serait plus la bonne distinction entre les deux. Le rôle de l'État là-dedans, vous avez commencé à le dire, c'est surtout de certifier, c'est ça? Alors oui, et en fait, il y a plusieurs objectifs. L'avantage que j'y vois dans ces signes officiels de la qualité, c'est de garantir alors soit une origine et des moyens de faire, d'élaborer les produits. Ça, c'est les appellations d'origine et les indications géographiques. Et puis, un mode de production, où là, on est plutôt sur le bio. Donc sans pesticides, sans intrants, c'est-à-dire sans pesticides ou sans engrais chimiques, par exemple. Et puis le label rouge, qui lui est une façon de garantir une qualité supérieure par rapport à un produit standard. Donc soit on garantit une origine et un savoir-faire au travers des appellations d'origine et des indications géographiques, soit on garantit un mode de production. Et là, on a une garantie officielle, donc quelque chose qu'on peut a priori croire sur le marché, en tout cas avoir cette garantie. Ce qui n'empêche pas qu'on peut aussi avoir une bonne garantie de ce qui se passe dans les labels privés. Et vous avez mentionné une 5e indication la STG, oui, la spécialité traditionnelle garantie. Alors ça, c'est une création, je dirais, au niveau européen, où autant l'appellation d'origine protégée et l'indication géographique protégée, elle va garantir un produit qui a un attachement culturel à un territoire,
Je prends le camembert de Normandie. On parle bien du camembert de Normandie qui a donc son origine en Normandie, avec des vaches de race normande, au lait cru, avec un moulage à la louche. Et donc, à la fois un savoir-faire et puis un territoire particulier bien défini. Autant la STG va plutôt définir une façon d'élaborer un produit traditionnel, mais pas forcément attaché à un produit. Alors, il y en a très peu en France, parce que ça correspond à assez peu de réalité. On a les moules de Bouchot. Alors, les Bouchots, c'est les grands pics que l'on voit au bord de la mer. Donc, dans la baie du Mont-Saint-Michel, il y en a beaucoup, mais aussi autour de la Bretagne. Les moules de Bouchot, c'est ces grands pics avec ces sacs enroulés, ces sacs pleins de moules qui sont enroulés. Et donc là, ce qu'on garantit, c'est une façon d'élever les moules, parce qu'il y a d'autres façons de le faire, et qui donne en fait une particularité aux moules. Mais pour le coup, c'est une façon de faire, ce n'est pas lié à un lieu. Et donc, on retrouve les moules de Bouchot un peu partout. Par contre, si vous avez des moules de Bouchot, donc plutôt de type spécialité traditionnelle garantie, dans la baie du Mont-Saint-Michel, parce qu'elles sont faites dans la baie du Mont-Saint-Michel, avec tous les effluents et la nourriture propre à l'écosystème de la baie du Mont-Saint-Michel, vous devenez une AOP, c'est-à-dire une appellation d'origine, parce qu'elle est liée à un territoire. Donc ça peut paraître paradoxal, mais un même produit peut être une simple STG ou une AOP telle que les moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. Je pense qu'on commence à y voir un peu plus clair dans comment ces différents labels s'articulent. Vous travaillez directement avec les personnes qui gèrent ces labels ? Comment ça se passe ? Alors oui, ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est que je suis le responsable aujourd'hui d'un master européen, c'est-à-dire qu'on s'est associé avec différentes universités en Europe. Alors, plutôt l'Europe du Sud. Il faut avouer quand même que les produits de terroir sont un peu plus développés en Italie, en Espagne, en Grèce, au Portugal, en France, bien évidemment, un petit peu plus que dans l'Europe du Nord. Donc, en fait, avec des collègues de l'Europe du Sud, on a créé un programme pour former des spécialistes du développement des produits de terroir en Europe, en ayant une culture non pas uniquement française, mais également européenne. Et donc, mon travail est de former ces spécialistes du développement des produits de terroir qui vont être au service des producteurs. C'est-à-dire que quand on produit un aliment avec une origine et une spécificité territoriale, l'un des soucis, c'est qu'on ne peut pas forcément tout faire. Donc, on a besoin un peu d'appui. Et donc, il y a beaucoup je dirais, d'activités, de métiers intermédiaires entre le producteur et le consommateur, qui est par exemple la mise en place de la traçabilité, de la promotion, l'animation des groupes de producteurs, mais également la certification de ces produits. Et pourquoi pas, lorsque l'on travaille pour des grands groupes de distribution, pour pas parler des supermarchés et des hyper, on peut aussi avoir besoin d'acheteurs spécialistes de ces produits traditionnels. Et donc, il y a tout un tas de métiers intermédiaires entre le producteur et le consommateur et la certification, dans lequel on a besoin de spécialistes du terroir, spécialistes des produits traditionnels. Et c'est un peu ces métiers-là que l'on forme à l'École supérieure d'agriculture d'Angers au travers du Master Food Identity. Merci pour ces premières réponses. La discussion reprend après une pause musicale, le temps d'écouter Gooseberry Trees de The Crumble Factory. La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs. De retour en studio avec Philippe Montgondry, enseignant à l'ESA, l'École supérieure des agricultures. Alors nous avons pu définir dans la première partie de l'émission votre objet de recherche, les signes de qualité. Il s'agit par exemple des AOP, du label rouge ou encore du cycle AB pour agriculture biologique. Alors penchons-nous maintenant sur les relations entre ces labels et les personnes en face qui produisent. Alors pour illustrer la démarche, commençons par un reportage dans les Mauges. Marie Hilary, bénévole au Labo des Savoirs, y est allée pour suivre le projet d'une création de filière châtaigne. Benoît Hunsinker, bonjour. Bonjour.
Nous sommes ici sur votre exploitation, la ferme des Blotières. Elle est située à Chemillé, à mi-chemin entre Cholet et Angers. Ancien banquier, vous avez décidé en 2018 de changer de vie en vous installant ici avec votre épouse sur cette exploitation en bio. En tout, vous cultivez une centaine d'hectares. Une partie est dédiée à l'alimentation de vos animaux, qui sont des vaches à viande et des moutons. Et l'autre partie sert pour l'alimentation humaine. Vous transformez notamment de l'épeautre en pâte et produisez des crackers de légumineuses. Mais l'activité qui nous intéresse aujourd'hui concerne la production de châtaignes, une production très en vogue dans le secteur au sortir de la Révolution française, mais qui a disparu dans les années 80. Quels sont donc ces fameux châtaigniers que vous avez à cœur de remettre au goût du jour ? Donc on a quelques vieux arbres de variétés locales. Il y a le marron noir des Mauges, marron noir de Vendée. Il n'en reste plus que quelques vieux sujets dans le bocage chez nous, en Vendée, dans les Mauges. Et donc là, aujourd'hui, on est en train d'essayer de relancer, de structurer une filière de préservation et de valorisation de ces variétés locales de châtaigniers greffés. Donc on en avait une petite dizaine, on va dire une demi-douzaine sur la ferme de plus de 200 ans. Et l'automne dernier, nous avons planté plus d'une centaine de porte-greffes. Donc là, c'est la parcelle que vous avez plantée à l'automne 2023. Oui. Donc il y a combien d'arbres ? Il y a 100 arbres, ils sont espacés de combien Alors c'est une parcelle qui fait 1 hectare. En fait, c'est des lignes espacées de 10 mètres et les arbres à l'intérieur des lignes sont espacés aussi de 10 mètres. Donc on voit, on a 4 rangées d'à peu près 25 arbres. Voilà. Vous me parliez tout à l'heure un peu d'agroforesterie et peut-être un petit mot sur ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le principe de l'agroforesterie, c'est que on intègre de l'arbre au milieu des cultures. Alors en général, on essaie de varier un peu les essences, les arbres de haut jet ou moyen jet. Nous, le pari, entre guillemets, qui a été fait, c'est de faire de l'agroforesterie uniquement en châtaignier, avec des porte-greffes. Et pourquoi cette parcelle en particulier ? La parcelle, entre guillemets, idéale pour planter du châtaignier, c'est une parcelle avec un sol qui est plutôt basique, donc il ne faut pas d'acidité, il ne faut pas de calcaire libre, donc plutôt argileux. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau résiduelle. Le châtaignier n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, c'est pour ça qu'on est sur une parcelle qui est un peu en pente pour que ça se ressuie bien. Et le châtaignier n'aime pas les écarts de température trop importants au milieu d'une journée. C'est pour ça qu'on a choisi une parcelle qui est en pente, orientée vers le nord, ce qui évitera d'avoir les coups de soleil du sud. Ces porte-greffes dont nous parlons depuis tout à l'heure sont en réalité d'autres châtaigniers qui résistent à certaines maladies qu'on retrouve en France, certains pathogènes. Et sur ces porte-greffes vont bien sûr être greffées du coup les variétés marron des Mauges. Quand devrait-on voir apparaître les premières châtaignes de ces châtaigniers des Mauges que vous allez planter ? Donc là, idéalement, on va les greffer l'année prochaine. Après, il faut se dire que les premières collectes significatives de châtaignes, c'est plutôt dans 5-6 ans. On ramassera, on va dire, 500-600 kilos sous les arbres que l'on a plantés. Et d'ici 10 ans, là, on arrivera, après ce sera une autre dimension, plutôt à 3-4 tonnes. Quels seront les débouchés de ces futures châtaignes ? Les châtaignes que l'on ramasse, on les envoie en Dordogne pour les faire transformer. Et on en fait 2 produits. Alors on fait des châtaignes sous vide, mais qui sont qui sont presque vendues avant même d'être ramassées parce qu'on en fait une production assez limitée. Mais on fait surtout une crème de marron qui est extraordinaire. Mais l'idée, c'est vraiment de nous réapproprier tout ce savoir-là et de les transformer, je dirais, sur place. Et donc là, nous, à la ferme des Blotières, on est en train de construire et d'aménager un atelier de transformation de châtaignes. Et qu'en est-il des autres porteurs de projets ? Est-ce que les débouchés envisagés sont similaires ? Sur la vingtaine, pour l'instant, de porteurs de projets que j'ai évoqués, il y en a un certain nombre qui veulent aussi. Alors, il y en a qui veulent aller plutôt fournir ça en gros semi-gros, et d'autres qui veulent, eux aussi transformer, soit vers de la farine, soit vers. En fait, on peut faire plein de choses avec la châtaigne. Il y aura demain, je pense à moyen terme, plusieurs ateliers, alors soit communs, collectifs, soit chez les uns, chez les autres. Vous parlez de l'importance de produire et de consommer local et de transformer aussi localement. En quoi un label pourrait vous aider à mettre à bien ce projet ? Alors en fait, il y a label et label. En fait, il y a des labels, entre guillemets, on n'est que sur du marketing, du greenwashing. On prend par exemple la nouvelle agriculture, je crois que c'est une coopérative qui met ça. Ça veut rien dire du tout. Les labels, entre guillemets, HVE, quand vous regardez le cahier des charges de HVE, ça fait rigoler tout le monde, si vous voulez, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est juste de l'hypocrisie. Par contre, aujourd'hui, si vous allez sur des labels
d'appellation géographique, comme l'INAO les propose. Là, on est sur des labels qui sont liés au terroir, au territoire et à l'histoire, à des bassins de production. Et donc, qui dit bassin de production dit les hommes qui sont derrière et leur façon de produire. Et on est aussi, comme il faut qu'il y ait des antériorités, on est sur l'histoire. On est ancré forcément dans l'espace et dans le temps, sur la façon dont un produit agricole a été semé, a été moissonné, récolté, et la façon dont il a été transformé avec parfois des recettes bien spécifiques. Benoît Jenker, merci. Merci beaucoup à vous d'être venu jusqu'à la ferme des Blotières. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Alors, qu'est-ce qui peut pousser une productrice, un agriculteur à rentrer dans un label, Philippe Pongondry? Comment est-ce que cela se fait concrètement? Alors, très clairement, il y a de la fierté de produire une alimentation, je dirais, distinctive et de qualité. Ça, c'est un des premiers moteurs. Si on reprend un peu l'histoire de l'agriculture française depuis la Seconde Guerre mondiale, il y avait un besoin absolument urgent de produire en masse. Et donc, on a développé une agriculture de masse dans les années 50 et 60 et 70, qui a imposé des modèles, je dirais, que je vais qualifier d'agroéconomie, un peu intensifs. Et ce modèle-là, aujourd'hui, il rencontre plus, disons, un franc succès au niveau des consommateurs, ni même des agriculteurs qui n'ont pas toujours, je dirais, qui ne trouvent pas toujours un sens très particulier à produire sans forcément donner de sens à leur production. Bon, ça, c'est un des éléments. Par contre, malgré ces standardisations de production alimentaire, il y a toujours eu, sur tous les territoires, des productions particulières qui ont existé, parfois qui se sont un peu éteintes. Et c'est le cas des châtaignes des Mauges. Il se trouve que si je reprends le cas de la châtaigne, il y a eu des endroits en France où il y a eu des pénuries de blé et qu'à un moment donné, les gens peut-être manquaient de nourriture et la châtaigne a été un moyen de pallier ou en tout cas de faire de la farine et donc des produits à base de châtaigne. Puis avec l'augmentation de l'agriculture intensive, ces besoins-là ont un peu disparu et certaines productions très locales se sont un peu éteintes. Mais ça ne veut pas dire que tout ça, ça a complètement disparu. Si je prends encore le cas de la châtaigne, on continue d'avoir des châtaigniers et je dirais des petites châtaigneraies pour leur propre consommation ou éventuellement les amis autour. Les gens restent attachés à une alimentation locale. Il y a un vrai plaisir à consommer localement. On veut acheter son miel de la région, on veut acheter sa mâche à Nantes. Alors les produits locaux ont cet intérêt d'être connus. Généralement, on connaît le producteur, mais elles n'ont pas forcément une spécificité particulière sur le territoire. Par contre, il y a des produits, des variétés particulières, telles que le marron noir des Mauges, dont on en a eu quelques exemples dans le reportage, qui est une variété locale qui est en phase d'être redécouverte par les habitants. Est-ce que c'est ça, finalement, l'histoire qui est un peu derrière le mot terroir, la volonté de ces personnes d'essayer de conserver des productions qui ont des spécificités locales? Oui, alors ça, c'est un vrai moteur très très fort. Il y a une vraie fierté de se dire, dans notre territoire, on a une façon de faire, on a des savoir-faire et on ne veut pas les perdre. Donc, je pense que c'est vraiment un des moteurs les plus forts, en tout cas. Au-delà de l'aspect économique, c'est probablement ça qui génère le plus de volonté parmi les producteurs. Alors, ça mériterait peut-être de définir un peu ce que c'est que le terroir. Tout à fait. Parce que les Français, de façon, je dirais, un peu intrinsèque, ressentent ça dans leur tripes. On se dit tous, oui, le terroir, je vois ce que c'est. Par contre, c'est un peu compliqué peut-être à en exprimer la véritable nature. Qu'est-ce que c'est que le terroir? Alors, je vais essayer de le résumer très rapidement en 4 points. Le terroir, si je prends un peu là où il est le plus développé, peut-être dans le monde du vin, on parle très souvent
de la terre, de la craie, des argiles, enfin bref, de la géologie. Je ne mettrai pas ça en premier personnellement. Pour moi, le terroir, c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes, une histoire de communauté humaine sur un territoire. C'est-à-dire que le terroir, c'est avant tout une histoire d'une communauté et d'un groupe humain. Des gens qui sont sur un territoire. Alors évidemment, il y a une question de territoire aussi. Donc ce groupe humain de producteurs sur ce territoire a construit au cours de différentes années, de différentes générations, un savoir-faire local en utilisant bien sûr la terre, en utilisant aussi, en sélectionnant des plantes telles que des vignes, ou en sélectionnant d'autres plantes, si on pense à du maraîchage ou à d'autres types de production. On sélectionnait des animaux. On a sélectionné une race qu'on appelle la race normande en Normandie. Dans nos régions, il y a la Pinoire et jusqu'en Bretagne pour faire certains produits, qui est une race de vaches. Et donc, on sélectionne des animaux, on sélectionne des plantes et on le met au service d'un savoir-faire local. Et donc, si on combine un groupe de références humains, de producteurs, sur un territoire bien donné et un savoir-faire, eh bien, en fait, c'est ça qui va construire une spécificité du produit de terroir, mais ça ne suffit pas. Il y a un quatrième point qui est très important, c'est la reconnaissance de ce produit par le consommateur sur le marché. Et donc, il a une réputation. C'est le quatrième point. Le produit, quand on le voit, avec ou même sans son emballage, les consommateurs se disent « Ah, voilà, je reconnais ce produit comme venant de ce territoire, il a ce goût-là, il a cet aspect-là, il a ces caractéristiques. » Donc c'est ça un peu le terroir. Ce produit, parce qu'il a cette reconnaissance par le consommateur sur le marché, en amont, les producteurs en sont assez fiers. Et donc, ils veulent préserver ça. Et bien évidemment, ça peut passer par ce qu'on appelle une marque collective. C'est-à-dire, allez, on se met tous d'accord entre nous et on crée une marque collective et donc une reconnaissance de notre produit sur le marché. Le souci, c'est qu'une marque collective, ça coûte. Faut la gérer et ça, c'est un peu compliqué. Par contre, si vous vous lancez dans une démarche d'appellation d'origine, là, vous avez une garantie par l'État, une aide. Alors par contre, vous avez aussi des devoirs. Vous devez évidemment garantir la bonne démarche et la bonne façon de faire de vos produits. Et donc, vous avez à la fois le soutien du gouvernement, puisque ce signe est officiellement garanti, et d'un autre côté, le devoir d'avoir un contrôle externe aussi garanti par l'État. Donc c'est bon an, mal an, c'est ça qui motive, je dirais, l'intérêt d'aller vers un signe officiel de qualité, tel que les AOP ou les IGP. Justement, vous commencez un peu à répondre à la question que je voulais vous poser ensuite sur les coûts ou les contreparties, parce que là, on a beaucoup parlé de ce qui était positif, de ce qui amenait le monde agricole à aller vers ces signes de qualité. Et quelle est la contrepartie derrière? Alors, évidemment, il y a des droits et des devoirs. Le signe officiel de qualité, l'un des premiers éléments, peut-être l'élément le plus difficile, et c'est pour ça qu'il faut généralement une bonne dizaine d'années entre le moment où on décide, où on a l'idée de créer un signe de qualité et le moment où on l'obtient. Il faut se mettre d'accord. C'est-à-dire que l'ensemble des producteurs doivent d'abord collectivement se dire notre produit, le périmètre de notre produit, de notre savoir-faire, c'est celui-là. Alors, on délimite le territoire, on délimite aussi ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc, c'est pas une personne qui décide et les autres qui agissent, non, c'est un collectif. Et donc, ce collectif doit se mettre d'accord donc, au travers de ce qu'on appelle une gouvernance. Donc, on a besoin de créer une association qui va gérer, en fait, ce qu'on appelle le cahier des charges, donc qui dit tout ce qui peut être fait et tout ce qui n'a pas le droit d'être fait.
Et donc ça, évidemment, dans le règle, le respect de la loi. Et donc il faut évidemment un organisme officiel, qui est l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'INAO, qui va lui vérifier que ce que le groupe de producteurs veut faire est en phase avec la loi. On n'a pas le droit d'exclure des gens uniquement parce qu'on en a envie. Donc c'est inclusif. Et évidemment sur le territoire. Donc tout le monde peut y participer à condition de respecter la règle. Évidemment, il y a aussi un contrôle externe qui est fait par des organismes de certification. Donc c'est le fameux triptyque, l'association de producteurs, l'INAO qui va contrôler tout ça, le bien fondé du cahier des charges et l'organisme de certification. Et donc tout ça, ça a un coût. Généralement, on considère que ça augmente d'environ, c'est vraiment en moyenne, 20 à 30% plus cher qu'une production classique. On commence par parler de gouvernance justement, et est-ce qu'il y a un peu un fonctionnement type pour ces labels? Par exemple, est-ce que mon quotidien il est le même si jamais je produis du lait qui va être transformé en comté ou en Cantal? Alors là, vous avez pris, je dirais, 2 exemples assez emblématiques. En fait, il y a grosso modo 2 réalités. Vous avez des productions stars un peu phares telles que le comté. Le comté, c'est un peu l'exemple que l'on prend l'exemple un peu idéal, en tout cas pour ce qui est de la gouvernance, que l'on prend comme exemple. Le Cantal étant lui aussi un autre qui présente aussi quelques caractéristiques un peu particulières. Mais là, on est sur des productions qui sont, je dirais, de très grosse taille. Alors, très grosse taille dans le sens où il y a beaucoup de producteurs, beaucoup de transformateurs et donc des volumes également des volumes de production également sur le marché, plusieurs millions d'euros chaque année sur le marché. Donc là, on est sur une gouvernance qui est assez institutionnalisée, si je puis dire, puisqu'on est sur beaucoup de producteurs. À côté de ça, vous avez des productions qui sont très petites. Là, on vient ces dernières années de valider l'AOP poulet du Bourbonnais, qui est quelque part au centre de la France, un peu au-dessus du Massif central. Et puis, vous avez d'autres productions qui sont en construction. On a vu la châtaigne, mais pas très loin de nous, on a eu un groupe qui s'appelle l'Association pour le Gouel, qui est un produit de gros lait qui se fait en Bretagne, Bretagne historique, donc ça comprend aussi la Loire-Atlantique. Et ce groupe réfléchit très sérieusement à avoir un signe de qualité. Et ils sont très bien organisés pour cela. Ils sont, je dirais, peut-être d'ici 2, 3, 4 ans max, je pense qu'ils pourront avoir leur AOP. Et donc, la réalité, c'est qu'ils font un peu ça de façon très bénévole entre eux. Ils ont quand même un animateur, donc ils payent quelqu'un à mi-temps pour gérer ça. Donc, ça a un coût. Et puis, de l'autre côté, vous avez des grosses structures qui, elles, vont être en capacité d'avoir des animateurs, des gens sur le marché, tels que le comté. Mais la réalité, c'est que les appellations qui sont de volume relativement faible s'organisent en structure entre elles pour essayer de limiter les coûts. Et donc, on a ce qu'on appelle des structures qui sont des multi-ODG. Donc, vous en avez une assez grosse en Vendée, qui est Vendée Qualité, qui va regrouper toutes les appellations de la Vendée. Et ça permet en fait aux producteurs de réduire les coûts et d'avoir une plus grande force de frappe à la fois pour faire la promotion de leurs produits au travers d'un organisme qui peut directement, je veux dire, payer des spots de publicité à la télé, alors que c'est des choses qui ne sont pas forcément envisageables quand on est tout petit. Et justement, est-ce que vous avez un peu de recul sur ce qui fonctionne bien ou ce qui pose problème dans l'animation de ces labels avec les années? La grande difficulté, c'est de suivre un peu les tendances de marché. Et quand on est petit, on a besoin de se faire connaître. Quand on est attaché à un gros groupe, je pense aussi dans notre région. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais les Pays de la Loire, on a 2 grosses productions sous signe de qualité. On a les vins. Évidemment, les vins, ça fait une grosse partie de la production des produits sous signe de qualité. Et l'autre, c'est la volaille.
En fait, c'est les deux plus grosses productions. Et si je prends l'exemple de la volaille de Loué ou les poulets d'Ancenis, qui sont attachés derrière des assez grosses structures de coopératives, et donc quand on est un signe de qualité attaché à une structure de production telle que les coopératives, voilà, Terrena et Loué de l'autre côté, là on a une grosse force de frappe pour être connu et reconnu sur le marché. Et donc ce qui fait un peu la différence et le développement, c'est aussi ça, c'est sa capacité à être visible et à faire de la publicité sur le marché. Ça, c'est un des éléments difficiles, si je puis dire, de développement. Et donc derrière ça, il y a une vraie stratégie de développement. C'est quels sont mes marchés? Est-ce qu'il faut que, bien, je suis petit, allez, je vais aller me développer avec quelques supermarchés pour avoir un point de vente uniquement dans ma zone de production? Ou est-ce que je vais essayer d'avoir le soutien de ma région, le soutien de mon département pour quelques événements et faire un peu de promotion pour être connu? Est-ce que je vais me développer avec les touristes ou au contraire, est-ce que je vais essayer d'aller m'implanter à Rungis parce que finalement, des Bretons, il y en a un peu partout et je pourrais peut-être voilà, trouver un petit bout de marché quelque part. Donc, c'est assez compliqué en fait. Les labels officiels sont un vrai plus pour être reconnu sur le marché, mais ça n'empêche qu'il faut avoir une stratégie de développement qui est parfois un peu compliquée à avoir. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Calling England Home d'Anthony Joseph. Nous sommes de retour en plateau avec Philippe Montgondry, enseignant à l'ESA, l'École supérieure des agricultures à Angers. Avant la pause musicale, nous évoquions ce qui poussait les productrices et les producteurs à s'inscrire dans une démarche de qualité visée par un label. Et on a pu illustrer jusqu'à présent vos recherches par des exemples français. Est-ce que ces questionnements se retrouvent aussi hors de nos frontières? Vous avez pu mentionner notamment l'échelle européenne tout à l'heure. Est-ce que peut-être vous voulez nous en dire un peu plus? Alors, ça tombe assez bien puisque le 25 avril dernier, nous avons eu la publication officielle du nouveau cadre européen des indications géographiques. Alors, les appellations d'origine, c'est une vieille histoire française. Ça date 1905 et 1919. Ça, c'est les grandes dates de création de l'appellation d'origine. Et donc, on a une culture en France des appellations d'origine qui a plus de 100 ans. Mais au niveau européen, c'est un petit peu plus récent, ça date de 1992, mais on a des révisions assez régulières du cadre. Et là, on vient tout juste d'avoir un nouveau cadre, là, le 25 avril dernier, des indications géographiques qui nous donnent la façon dont, au niveau européen, sont gérées les appellations d'origine, les indications géographiques et la spécialité traditionnelle garantie. Et donc, ce nouveau cadre, c'est celui qui s'impose aussi à la France. Et donc, la question des indications géographiques, bien évidemment, c'est une question qui dépasse très largement le niveau français. Alors, c'est des questions qui sont largement débattues au niveau national, mais maintenant également au niveau européen. Et c'est dans ce cadre-là que se développent les signes officiels de qualité. L'un des gros avantages qu'il y a au niveau européen, c'est que la couverture des signes officiels de qualité ne se fait pas qu'en France, elle se fait partout en Europe. C'est-à-dire que je produis prochainement une châtaigne sous appellation d'origine ou un vin tel que le champagne ou n'importe quel vin de l'Anjou ou de la Loire-Atlantique. En France, il est bien évidemment protégé en France, mais grâce au système européen des indications géographiques, il est également protégé par les pays dans les autres pays européens. C'est-à-dire qu'un producteur polonais ou tchèque ne pourra pas vendre un vin pétillant qu'il appellera champagne, par exemple. Donc ça, c'est le cadre européen. Et donc, il y a une protection obligatoire des autres pays, des produits, et de façon inverse, un producteur de fromage de chèvre ou de lait de brebis en France ne pourra pas appeler son fromage la feta, puisque c'est réservé aux producteurs grecs du nord de la Grèce uniquement.
Donc oui, effectivement, il y a un cadre officiel européen et des vraies questions qui se posent au niveau européen, comme ça vient d'être le cas lors de cette révision du mois d'avril dernier. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les apports de cette révision? Il y a un élément qui concernait pas tellement la France, mais qui est assez important, c'est qu'en France, pour pouvoir avoir la chance d'obtenir un signe officiel de qualité, il faut avoir une association qui est officiellement reconnue. C'est ce qu'on appelle l'ODG ou l'organisme de défense et de gestion. Et cette ODG doit être officiellement reconnue par l'État. C'est une obligation française. Il se trouve que dans un certain nombre de pays européens, il n'y avait pas d'obligation d'une reconnaissance légale des associations. Et donc, ce qui faisait qu'il y avait des organismes, ou en tout cas des associations de type privé, qui pouvaient avoir les mêmes droits que ceux qui étaient officiels. Et ça créait un petit peu de distorsion de concurrence. Et donc là, on a un petit peu normalisé qui a le droit de déposer une appellation, qui n'a pas le droit. Et puis, on a également un petit peu harmonisé le contour de la protection. Et donc, quelque part, il y a une amélioration du système européen de protection des signes de qualité au niveau européen. Est-ce que justement les différents mouvements qu'il y a pu y avoir à l'échelle européenne d'agriculteurs ces dernières semaines, notamment en France, on a eu pas mal d'échos pendant le salon de l'agriculture, poussent aussi à ces réflexions-là sur comment améliorer les conditions de travail des agriculteurs à l'échelle européenne? Est-ce que ça y contribue? Alors oui, là, votre question, elle dépasse un petit peu le cadre simple des signes de qualité, puisque là, on parle vraiment des revenus des agriculteurs. C'est vrai qu'il y a des vrais soucis pour ce qui est je dirais, de la distribution de la valeur ajoutée le long de la chaîne alimentaire entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Ce souci que l'on a rencontré en France, vous avez pu le voir si vous avez suivi un peu l'actualité, avec des producteurs, que ce soit du Portugal, de Belgique ou je dirais un peu partout en Europe, un vrai écho en tout cas sur le mal-être qu'il peut y avoir dans le monde de l'agriculture. Mais au-delà de ces difficultés de production, il y a effectivement ces signes de qualité qui vont malheureusement pas régler tous les problèmes, mais c'est un moyen de reconnaissance et peut-être, on l'espère, de meilleure rémunération de ces producteurs. Alors ça vient aussi s'ajouter à un autre élément qui est également en cours en France, mais aussi au niveau européen, qui est l'aspect environnemental. Il y a une vraie demande sociétale aujourd'hui d'un recours à des produits qui ont un meilleur respect de l'environnement. Ça, c'est un des éléments. Et aussi un meilleur, je dirais, aspect relatif au bien-être animal. Et il se trouve que de façon un peu conjointe, mais je pense que c'est vraiment la société qui pousse, une demande au niveau français, mais également au niveau européen. Il y a eu un appel de l'ensemble des représentants de la quasi-totalité des représentants des producteurs en Europe pour demander à l'Europe de créer un cadre officiel de ce qu'on appelle en anglais le Sustainable Food System, qui est le cadre de l'alimentation durable, pour qu'on puisse en fait inscrire une alimentation durable européenne dans ce fameux cadre. Et en France, ça se traduit par des labels environnementaux. Il y a des choses qui se créent. Alors, c'est un peu compliqué, le label environnemental. Et là, je pourrais donner un avis très personnel sur la question, mais je pense que il va y avoir un certain nombre de remous au niveau agricole, puisqu'on a l'ADEME, l'agence... pour l'énergie, l'environnement, pardon, et la maîtrise de l'énergie. Voilà, l'ADEME qui travaille énormément sur ces questions environnementales et de
calcul du coût environnemental d'une production, quelle qu'elle soit, hein, et donc y compris la production agricole. Et si on regarde cet aspect de coûts environnementaux, eh bien, il existe aujourd'hui un système qui est officiel, qui est reconnu, le système qui s'appelle Agribalise, qui permet de donner un coût environnemental à une production. Et ce coût-là, il est de façon assez difficilement compatible avec les signes officiels de qualité que sont ces systèmes, je dirais, communs sur un territoire, puisqu'ils sont plutôt gérés au niveau de l'exploitation, voire au niveau de la parcelle. Et donc, quelles conséquences ça a ? C'est que ça calcule un coût environnemental. Si je prends l'exemple de la volaille, qui est peut-être un exemple très emblématique, eh bien, d'un point de vue environnemental, il est préférable d'avoir 20 poulets au mètre carré que l'on élève pendant 30 jours et donc qui vont manger moins d'aliments, qui vont consommer moins d'énergie, moins de territoire et moins de production au mètre carré. Et donc, d'un point de vue environnemental, cette production de poulets très intensive va avoir un coût environnemental bien moins élevé qu'un poulet label rouge qui, au lieu de 30 jours, en aura demandé 60, qui, au lieu de 20 poulets au mètre carré, en aura que 10, et donc plus d'aliments pendant 60 jours, plus de territoire, et donc l'équivalent carbone est bien plus élevé. Et donc, d'un point de vue environnemental, vous avez les poulets bio ou les poulets label rouge qui ont un coût environnemental, si on prend juste le système Agribalise, plus élevé, et donc moins bon pour la planète. Or, c'est assez contre-intuitif. C'est-à-dire que on peut se dire que d'un point de vue environnemental, l'intensif, c'est moins bon que le bio ou que le label rouge. Pourtant, c'est ce que sortent ces chiffres. Ça crée aujourd'hui un biais, parce qu'on n'entre pas le bien-être animal, on n'entre pas forcément tout un tas d'aspects. Et donc, l'État réfléchit aujourd'hui à avoir un espèce de rectificatif par rapport au simple coût environnemental, en incluant du bien-être animal, en incluant d'autres aspects qui sont aujourd'hui pas notés ou en tout cas pas calculés dans ce coût environnemental. Et donc, on est encore là au début de tout un tas de débats autour de cette question du coût environnemental de l'alimentation dans un avenir assez proche. Et juste pour bien comprendre, Agribalise, c'est une donnée qui est disponible pour le public ? Oui, exactement. Si vous allez sur le site de l'ADEME et que vous voulez savoir quel est le coût environnemental d'un poulet fermier, je dirais de façon standard par rapport à un poulet fermier bio, bien ça va vous sortir un chiffre. Plus le chiffre est bas, et meilleur il est d'un point de vue environnemental. Alors attention, je parle bien du coût tel qu'il a été identifié et calculé dans Agribalise. Et donc, comme je l'expliquais, selon le choix que l'on a fait d'y mettre certaines données et de mettre un poids pondéré par rapport à certains éléments par rapport à d'autres, eh bien, vous avez un résultat. Mais est-ce que ce résultat veut véritablement dire quelque chose d'un point de vue sociétal, d'un point de vue environnemental? Ça, c'est un autre débat. Donc on prend conscience avec les éléments que vous venez de nous donner du rôle de ces labels dans tous les débats qu'il peut y avoir autour de l'alimentation. Comment est-ce que vous voyez justement la place de ces labels évoluer dans le temps ? Parce que là, vous avez évoqué le fait que certains étaient incomplets, ne prenaient pas en compte le bien-être animal ou certains aspects environnementaux. Est-ce que c'est des nouveaux labels qu'il faut créer ou c'est aux labels existants de s'adapter à ces nouvelles demandes ? Eh bien, vaste question. Il existe des labels tels que le Planet Score, l'EcoScore, qui, eux, vont plutôt prendre en compte l'environnement. Et je pense que là, il y a un bouillonnement autour des labels aujourd'hui, des labels officiels et des labels plus privés ou autres. Et donc, tout ça, ça va s'harmoniser. Ça prend toujours un peu de temps. Mais l'avenir va probablement faire le tri de ce que va être reconnu par les consommateurs ou pas. Et donc, je suis assez confiant sur le fait qu'il va y avoir des débats, certes, mais à l'avenir, une harmonisation et une prise en compte de tous ces éléments pour le consommateur.
merci encore à Philippe Moncondry, enseignant à l'ESA, l'École supérieure des agricultures à Angers, de nous avoir partagé tous les secrets derrière les labels. Merci aussi à Marie Hilary pour son reportage. À la réalisation aujourd'hui, Sophie Potvin. Cette émission a été préparée et animée par Jérémy Frexas. Elle est à réécouter ou à partager via vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur lelabodessavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.